Merci de nous rejoindre sur Niger 24. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue en ce journal de 20h45 que je l'insigne honneur de vous présenter. Cela dit, dans le cadre de découverte des nouvelles institutions au Niger, aujourd'hui nous nous sommes intéressés à la Caisse autonome des retraites du Niger, en abrégé CARENI, qui est un établissement public en charge des fonctionnaires de l'État en retraite. Des précisions dans ce compte rendu de la rédaction. CARENI, la Caisse autonome des retraites du Niger, est une institution créée par la loi numéro 2012-69 du 31 décembre 2012 et régie par la loi numéro 2003-033 du 5 août 2003, instituant une catégorie d'établissements publics dénommée établissement public à caractère social. C'est une caisse, comme toutes les caisses, qui va procéder au paiement des arrérages, pour ne pas dire des pensions, des travailleurs qui sont venus au terme de leur vie active, qu'on appelle les retraités. Et cette CARENI, justement, qui signifie Caisse autonome des retraites du Niger, autonome parce que c'est une caisse qui est supposée pouvoir disposer de ses ressources et pouvoir payer à terme et chiffre. Comme vous le savez aujourd'hui, ce sont des problèmes qui font légion. Les retraités ont des difficultés à accéder au peu qui leur revient, et parfois par trimestre. Aujourd'hui, la caisse va essayer de les soulager en essayant en tout cas de mobiliser les ressources nécessaires et pouvoir faire leur paiement à temps. Mais la caisse n'est pas là pour ça seulement, elle va s'occuper d'autres choses. La CARENI elle-même a été installée par le ministre de la fonction publique, précisément le 18 août 2014, c'est-à-dire 2 ans après sa création par la loi à l'Assemblée nationale. Et quand la CARENI a été installée, ça a été une installation pour permettre progressivement à la CARENI de mettre en œuvre les différentes actions nécessaires pour son installation. On n'avait pas de locaux, il y avait juste le DG qui a été nommé. Il fallait que, progressivement, nous installions petit à petit ce service-là. On était logé dans un projet de la primature qui était au quartier Kouarkano, où j'avais seul un bureau. Progressivement, on m'a nommé un PCA. Progressivement, j'ai commencé à recruter le personnel, pour ne pas dire à mettre à la disposition, parce que c'est des fonctionnaires de l'État qui sont mis à la disposition de la CARENI. On ne recrute pas sur le marché. Il ne faut pas que les chercheurs d'emploi pensent que pour le moment nous pouvons recruter. Ce n'est pas encore le cas, puisque nous sommes dans une transition. Une entreprise qui est en installation ne peut pas se permettre de recruter à tour de bras. Donc pour le moment, nous utilisons des jeunes déjà qui sont dans l'administration à travers ce qu'on appelle la mise à disposition, ce qui nous permet d'avoir des travailleurs à moindre frais, puisqu'ils sont déjà pris en charge par l'État. Placé sous la tutelle technique du ministère de la fonction publique et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances, la CARENI a pour mission de liquider, concéder et payer les pensions attribuées en application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général des retraites des fonctionnaires nigériens. La CARENI n'a pas encore mis la main à la pâte. C'est toujours le même système qui était là depuis les indépendances, c'est-à-dire le Fonds national de retraite, géré par le Trésor, logé au ministère des Finances, qui continue à faire le travail. Nous sommes prêts à le faire, mais pour le moment, les compétences, le fait ne nous ont pas été transférées. C'est en cours, pour la simple raison que ça fait plus de 6 mois, après avoir préparé un arrêté de transfert. Il nous paraît que juridiquement, il fallait un décret. Nous avons préparé le décret transmis au ministère des Finances, qui l'a transmis au secrétariat général du gouvernement, où le texte attend. Et tant que c'est une affaire d'argent, tant qu'on ne nous dit pas qu'à partir de demain, c'est à vous de vous occuper de faire ces activités, nous sommes obligés d'attendre que l'État nous le concède. La CARENI est chargée des fonctionnaires, des militaires, des magistrats, bref,
de tous les travailleurs publics, souvent qui relèvent du statut général de la fonction publique ou des autres statuts annexes. À noter que la CARENI dispose pour le recouvrement de ses créances des mêmes privilèges que le trésor public. Ces privilèges prennent rang immédiatement après les créances du salaire et celles relatives au paiement des prestations au personnel affilié. Sur un autre plan, le comité des admis au concours d'entrée à la fonction publique au titre du ministère de la Santé publique a tenu ce matin dans les locaux du ministère de la fonction publique une assemblée générale pour demander l'abrogation de l'arrêté du ministère de la Santé portant l'annulation du dit concours. Le point avec Hamza Monkela Ablaï Moussa. Le comité des admis au concours du ministère de la Santé publique ne désespère pas. Quelques 6 mois après l'abrogation des résultats de ce concours, le comité demande aux autorités la réhabilitation de tous les candidats méritants. Notre combat noble sera sans merci. Il s'étendra sur toute la durée de temps aussi longtemps que durera cette décision hâtive d'abrogation de l'ensemble des résultats. Cette erreur grossière commise à partir du ministère de la fonction publique. L'Assemblée générale d'aujourd'hui marque le début du commencement d'une lutte sans merci contre l'injustice dont nous sommes victimes. Cette forme d'injustice qu'est la sanction totale qui nous a infligée. Cette sanction totale qui se traduit à travers l'abrogation de l'ensemble des résultats. Pour le président de ce comité, ils sont victimes d'une injustice sociale pour la bonne et simple raison que ce concours a été organisé par les agents du ministère de la fonction publique et ceux de la santé publique. S'il y a donc à sanctionner, ça ne pourrait être que ces derniers. À la justice de relever et de sanctionner les fonctionnaires délicats et indélicats qui ont accepté d'agir contre leur devoir de conduire selon les normes officielles les charges publiques. Aujourd'hui, nous réitérons l'objectif de la création de notre comité, qui est la réhabilitation des méritants de toutes les listes, sans distinction de la première ou de la deuxième liste. Parce que dans toutes les listes, il y en a plein de méritants. Et ces méritants ont le droit que leur digne admission, résultante de leur sacrifice et de leur souffrance, soit validée. L'histoire retiendra que nous avons toujours privilégié la voie pacifique pour faire aboutir notre réclamation. Et nous l'avons fait dans l'esprit du maintien de la quiétude sociale, de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix en tant que jeunes et dignes filles et fils de ce pays. En tant que citoyens de ce pays, nous avons le droit d'être écoutés. Nous avons le droit que notre réclamation soit entendue. Ce que nous réclamons, c'est notre mérite. Et il faut que les autorités sachent que nous sommes ces praticiens de la Ligue du front du système de la santé. Nous sommes ces agents subalternes, bénévoles stagiaires qui aident à faire fonctionner le système de santé dans sa cosmoglobalité. En attendant le dénouement de cette situation, le comité demande l'implication de tous et lance un appel pressant aux autorités afin de faire diligence. Constater l'état du niveau du fleuve Niger qui menace quelques quartiers à ses abords, c'est l'objet de la visite effectuée hier matin par le gouverneur de la région de Niamey, accompagné des différents responsables de la ville dans les quartiers Saga, Kourtéré et Lamordé. Suivez plutôt. La montée du fleuve Niger, constatée ces derniers jours, est devenue une menace pour les riverains de ses abords. C'est inquiet de cette situation que les différents responsables de la région de Niamey se sont rendus sur les lieux pour constater de visu le niveau de cette montée en vue de prendre des décisions urgentes. Un déplacement qui a conduit la délégation conduite par le gouverneur de la région dans 3 quartiers à risque, à savoir Saga dans le 4e arrondissement, Kourtéré et Lamordé dans le 5e arrondissement. Donc nous avons constaté ce matin que le niveau d'eau
sérieusement augmenté au point où nos digues sont menacées. Les inondations de la ville de Niamey, ce n'est pas les eaux de Niamey que nous pouvons maîtriser. C'est des eaux qui nous viennent d'ailleurs. Donc ça fait pratiquement une semaine que nous constatons que chaque jour nous avons une augmentation de 10 cm du niveau d'eau dans le fleuve. Et tant que les ouvrages prévus sur la Sirba et en amont du fleuve, sur le fleuve Niger, ne sont pas construits, il est évident que Niamey ne sera jamais à l'abri des inondations. Donc la seule alternative pour nous, en attendant la construction de ces digues, c'est de prendre les dispositions, en tout cas de quitter les lieux à temps opportun. C'est de chercher un refuge ou chez les parents ou dans les places prévues par les collectivités, par les mairies. Après la visite sur le terrain, une réunion urgente a été tenue pour discuter sur les mesures urgentes à prendre. Alors, il est de notre ressort aujourd'hui, d'abord pour des mesures préventives, d'alerter la population, pour que chaque ménage qui se sent menacé doit prendre les dispositions et en accord avec les mairies d'arrondissement qui étaient déjà instruits pour accueillir les éventuels sinistrés, donc de trouver un refuge. Et je crois que les mairies sont déjà prêtes par rapport à cela, donc c'est tout simplement que la population se dirige vers ces mairies-là. Néanmoins, nous allons veiller quand même sur cette population-là afin de lui apporter les secours nécessaires à temps opportun. A noter que cette visite est intervenue au moment où le gouverneur de la région de Niamey a décidé de remettre officiellement le matériel de ramassage des débris des boutiques et kiosques démolis. Une opération qui devrait être lancée au premier arrondissement communal de Niamey. À quelques jours de la rentrée scolaire 2016-2017, on constate déjà une forte demande de la tenue scolaire sur le marché. Rukayatou Zakaria Oubledou s'est intéressé à ce sujet suivant son reportage. En dehors des fournitures, la tenue est l'une des nécessités pour le scolaire. En ces veilles de la rentrée des classes, l'on constate sa disponibilité et l'accessibilité sur les différents marchés de la place et avec des prix abordables. Les gens viennent en acheter. Le prix du mètre varie entre 1250 voire 2000 francs. Je suis venu acheter du tissu. J'ai acheté un mètre à 1250 francs CFA. Du côté des tailleurs, l'ambiance est la même car ils cousent déjà des tenues pour la rentrée à venir. Les gens viennent en abondance car actuellement je coupe des tissus de différentes écoles. Malgré les dépenses effectuées pour la fête de Tabaski, les parents d'élèves et étudiants sont nombreux à se procurer de ces tenues scolaires. Du sport dans ce journal avec l'ouverture ce matin d'un stage de formation des entraîneurs de triathlon. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Ibrahim Soumela Mourabdou. Ils sont 25 stagiaires venus des 4 régions du Niger pour participer au stage de formation de triathlon organisé par la fédération de la dite discipline. Ces 2 experts internationaux qui sont venus pour la circonstance. Le stage de formation d'entraîneurs de triathlon que nous avons l'honneur et le privilège d'organiser regroupera 25 stagiaires dont des représentants de chaque région de notre pays, des forces armées nationales, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de l'Institut national de la jeunesse et des sports, de la piscine olympique et du club Les Sahéliens de Niamey. À cette occasion, je voudrais féliciter tous les stagiaires retenus à cette formation et leur demander de faire preuve d'engagement, de disponibilité, de sérieux, de don de soi et de curiosité afin de profiter au maximum de la présence des 2 experts mis à notre disposition. La réussite du triathlon dans notre pays dépendra exclusivement de vous. En prenant à cette occasion la parole, l'expert Friza Dominique n'a pas oublié de remercier la Fédération nigérienne de triathlon
pour les efforts fournis malgré son jeune âge, mais également rappeler aux stagiaires l'importance de la rencontre. À Niamey au Niger pour cette première formation en langue française. C'est important. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie votre fédération de nous accueillir à Niamey et je vous remercie d'avoir également mis à notre disposition ces locaux confortables et tout à fait adaptés à cette formation. J'ai entendu que vous étiez une jeune fédération, 2016, mais néanmoins une fédération dynamique, puisque vous avez déjà organisé une manifestation sportive, une compétition, et que vous recevez aujourd'hui, vous organisez aujourd'hui à Niamey cette première formation d'entraîneurs, de facilitateurs, avec 24 personnes présentes, ce qui est un nombre important pour une première formation dans un pays où le triathlon vient juste de naître. Après 3 jours de formation, les stagiaires seront mis à l'épreuve pour une formation pratique. En prélude à la rencontre entre le Niger et le Gabon, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017, le staff technique du MENA Cadet a tenu ce matin une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs de cette rencontre. Retrouvons nos chroniqueurs sportifs Ibrahim Soumela Mourabdou. Le sélectionneur adjoint du MENA Cadet, le directeur de stage, le préparateur physique et le capitaine de l'équipe ont co-animé ce matin au siège de la FENIFOOT une conférence de presse relative à la rencontre samedi prochain du MENA Cadet contre les Panteros du Gabon. Dernière ligne droite pour la qualification Madagascar 2017. À la question de savoir l'état d'esprit des joueurs et de l'absence à la conférence du sélectionneur principal, voici la réponse du sélectionneur adjoint. Nous n'avons pas de cas de blessure sérieux qui peut entraver en tout cas la participation de tous les jeunes en tout cas qui seront retenus pour ce match. Tout le monde se porte bien, l'esprit, le moral il est haut et nous sommes fin prêts à disputer ce match ce samedi 17 Inch'Allah. C'est un staff technique dans lequel j'ai été désigné, je suis son adjoint et j'ai été désigné, il m'a désigné pour le représenter à cette réunion technique. Et je ne pense pas que je dois lui demander les raisons pour lesquelles il ne pourra pas malheureusement être là à cette conférence. J'obéis à un supérieur. Le directeur de stage a répondu à la préoccupation des journalistes, à savoir les primes des joueurs. Il a indiqué que l'argent vient en seconde position pour ces joueurs. Ils veulent grandir leur rêve, devenir des professionnels. La motivation n'est pas seulement pécuniaire. Il y a aussi l'avenir des enfants là. Leur envie de devenir des joueurs. Je crois que c'est plus important que les gens qui vont gagner aujourd'hui. Et vous savez, il y a même plus loin, Mahmoud Dingale qui a parlé qu'ils sont conscients du poids qu'ils supportent pour l'avenir du football nigérien. Je pense que ça là, c'est encore plus important que l'argent. Ils sont pressés d'en découdre. Le capitaine du MENA Cadet appelle les Nigériens à faire massivement le déplacement. Bon, la population nigérienne vient nous soutenir jusqu'au bout. On va jouer le samedi contre le Gabon, le stade municipal de Niamey. Entrée c'est gratuit. On veut la population nigérienne vient nous soutenir jusqu'au bout. Inch'Allah, on va gagner ce match-là. Jouer à l'offensive, c'est bien, sans ouvrir bien sûr des brèches derrière. Niger-Gabon, c'est pour le samedi 17 septembre au stade municipal. L'entrée est gratuite. À l'actualité internationale aux États-Unis, après quelques jours de convalescence, la candidate démocrate Hillary Clinton se remet sur pied et elle reprendra très bientôt le chemin de la campagne présidentielle. Les images.
Après un week-end noir, le camp Clinton vient à la rescousse de sa candidate. Je sais que vous vous souciez d'elle, et moi aussi. Mais je vais vous dire, je suis en campagne depuis le 22 juillet. Hillary l'est depuis 18 mois. Je suis épaté par son énergie. J'ai du mal à la suivre. Nous savons qu'elle sera fantastique. Dans une interview accordée à CNN, Hillary Clinton a confié avoir ignoré les recommandations de son médecin qui l'invitait à prendre plusieurs jours de repos. Elle s'est aussi défendue de ne pas avoir parlé de sa pneumonie plus tôt, pensant que ça n'était pas grand-chose. Elle affirme avoir eu un simple vertige. La candidate veut reprendre le chemin de la campagne dans les prochains jours. De son côté, Donald Trump ne lui a pas laissé beaucoup de répit. S'il s'est au départ bien gardé de polémiquer sur le malaise de sa rivale, le candidat a très vite rebondi sur la bourde vendredi de l'ex-secrétaire d'État. Elle a dit que des dizaines de millions d'Américains patriotes étaient déplorables. Comment voulez-vous être présidente de ces personnes? Je serai votre champion à la Maison-Blanche, je vous le promets. Même si Hillary Clinton reste en tête des sondages, l'écart se resserre de plus en plus. La candidate démocrate n'a plus que quelques semaines pour prouver aux Américains qu'elle est toujours d'attaque pour battre Donald Trump en novembre. En Syrie, après son entrée en vigueur, la trêve continue toujours et pourtant l'aide humanitaire peine à atteindre les populations des zones tenues par les rebelles. Ses habitants en avaient perdu l'habitude. Les armes se sont quasiment tues à Alep. Mais la situation reste critique. L'aide humanitaire se fait toujours attendre. Les accès aux villes assiégées ne sont toujours pas sécurisés. D'où cet appel des Nations Unies adressé à Moscou et à Washington. Les Nations Unies souhaitent dès à présent saisir l'opportunité de livrer de l'aide humanitaire à Alep et dans les villes assiégées difficiles d'accès. Il est essentiel que les négociations entre Syriens reprennent pour que le peuple sente un réel changement dans sa vie quotidienne. À la frontière turque, un convoi de 20 camions est prêt à livrer cette aide. Un mois de nourriture pour environ 40 000 personnes. Mais leur sécurité vers la ville d'Alep n'est pas assurée. L'armée syrienne occupe toujours la route du Castello, un axe stratégique, le seul par lequel l'aide peut être convoyée dans le quartier est d'Alep. Dans la ville, la situation reste précaire. Les rues étaient toujours vides, mais maintenant les gens vont et viennent. Les gens peuvent jouer et tout le monde est plus ou moins content. Mais le problème, c'est que les marchés restent vides. La démilitarisation de la route du Castello est pourtant l'une des conditions négociées par Moscou et Washington. D'après l'état-major russe, le retrait des troupes syriennes est prévu dans la matinée. En Philippines, le président philippin est accusé de meurtre par un tueur repenti. C'est devant la commission sénatoriale qu'Edgar Mato Bato a livré ses révélations. Selon lui, le président Rodrigo Duterte a tué un enquêteur du ministère de la Justice et a ordonné le meurtre d'un opposant. Les images. Rodrigo Duterte a du sang sur les mains. En plus, c'est un donneur d'ordre. C'est l'accusation d'Edgar Mato Bato. L'homme se présente comme un ancien des escadrons de la mort. Il était interrogé ce jeudi dans le cadre d'une enquête sur l'augmentation des homicides depuis l'investiture du nouveau président le 30 juin. Rodrigo Duterte nous avait ordonné de tuer. Nous ne connaissions même pas le nom de nos victimes. Lui et son équipe nous appelaient et nous demandaient de tuer quelqu'un à Davao. Davao, l'une des plus grandes villes du pays, est aussi celle où Rodrigo Duterte, le président philippin, a été maire pendant près de 3 décennies. Les assassinats à Davao ont commencé en 1988 et ont duré jusqu'en 2013. Je pense que nous avons tué plus de 1000 personnes, rien qu'à Davao. Criminels, dealers, voleurs ou simples opposants. Beaucoup furent étranglés, brûlés ou jetés à la mer. Illustration du sadisme ordinaire de ces milices. Face à ces accusations, le porte-parole du président a réagi. Je ne crois pas qu'il ait été capable de donner une telle directive.
La Commission des droits de l'homme a enquêté sur ce sujet il y a longtemps et n'a donné aucune suite judiciaire. Depuis de longues années, les organisations des droits de l'homme accusent Rodrigo Duterte d'avoir financé de telles milices à Davao. C'est la première fois qu'un témoignage vient étayer leurs accusations. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.